Puissiez-vous faire en sorte que cette deuxième consultation n'aille pas à l'encontre de la première. Puissiez-vous confirmer, par la désignation des hommes, le choix qu'en votant oui, vous avez fait quant à notre destin. Allocution du général de Gaulle le 7 novembre 1962, lors de la campagne pour les élections législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Dans un régime parlementaire, il existe une arme constitutionnelle qui est la dissolution. Effectivement, un chef de l'État, qu'il soit président de la République ou roi ou reine, peut dissoudre, bien souvent à la demande du chef du gouvernement. C'est ce qui se passe régulièrement en Grande-Bretagne ou en Espagne, par exemple. En France, la dissolution est une habitude qui existe depuis la Restauration. Il y a eu des dissolutions célèbres sous la Restauration, je pense en particulier à celle de 1816 qui mettait fin à la Chambre dite introuvable. Il y a eu aussi la dissolution de 1830 et qui allait provoquer finalement la fin de la Restauration et du règne de Charles X. Il y a eu d'autres dissolutions sous la monarchie de Juillet. La Troisième République prévoit également la possibilité de dissoudre. Et d'ailleurs, il y a eu une crise politique en 1876-1877, puisque, à la suite des élections de 1876, le président de la République, le maréchal MacMahon, se trouvait en état de cohabitation. Lui qui était plutôt de tradition monarchiste légitimiste, il se trouvait face à une majorité de républicains. Il avait nommé dans un premier temps comme président du Conseil Jules Simon, et le 16 mai 1877, il avait poussé Jules Simon à la démission et provoqué la dissolution de la Chambre des députés. Or, cette dissolution avait donné lieu à des élections en octobre 1877. Certes, les monarchistes avaient gagné environ une cinquantaine de sièges, mais la majorité restait républicaine. Ce qui fait qu'il y a eu acceptation de cette situation par MacMahon, puisque selon la formule de Gambetta, il fallait se soumettre ou se démettre. Finalement, le président de la République s'est d'ailleurs démis en janvier 1879. À partir de là, sous la Troisième République, il n'y a plus eu de dissolution. Car effectivement, la crise du 16 mai 1877 est devenue une espèce de péché originel dans les institutions de la Troisième République et plus aucun président n'a exercé le droit de dissolution. Au demeurant, il semble tout de même qu'il aurait été par moments logique de dissoudre dans le cadre de la vie politique de la Troisième République. On peut estimer, par exemple, que le changement de majorité parlementaire sans passer par les élections en 1926, en 1934 ou en 1938 aurait pu aboutir à des dissolutions. Ce ne fut pas le cas parce que la tradition républicaine refusait la dissolution. Sous la Quatrième République, il y a eu une dissolution qu'on pourrait qualifier un peu de surprise, c'est la dissolution provoquée par Edgar Faure, qui, le 2 décembre 1955, a demandé au président Coty de dissoudre l'Assemblée, puisque celle-ci avait renversé le gouvernement à 2 reprises à la majorité absolue, et la Constitution prévoyait que dans ce cas-là, il pouvait y avoir demande de dissolution, ce que fit le président du Conseil. Mais c'est véritablement avec la Cinquième République qu'il y a eu une pratique de la dissolution, si ce n'est régulière, mais en tout cas qui est entrée dans les mœurs politiques. Le général de Gaulle a dissous à 2 reprises. En 1962, d'abord, il avait proposé la réforme de l'élection du chef de l'État, puisqu'il souhaitait désormais que ce soit le corps électoral des Françaises et des Français qui désigne le président de la République. Cette réforme, qui avait été acceptée par référendum à 62% des électeurs, eh bien, va provoquer une crise politique puisque une motion de censure avait été votée le 5 octobre 1962 par une majorité de députés. Le
Premier ministre, Georges Pompidou, avait démissionné, et immédiatement, le chef de l'État avait décidé de faire trancher le litige politique entre l'Assemblée, le gouvernement et le président de la République par la dissolution. Le résultat a été probant, puisque le parti gaulliste, l'UNR, avait obtenu la majorité absolue grâce à l'apport d'une trentaine de députés indépendants menés par Valéry Giscard d'Estaing. La deuxième occasion, c'est également une situation de crise, c'est 1968. Vous savez ce qui s'est passé en France en mai 1968, et le général de Gaulle, après avoir hésité avec la possibilité de faire un référendum, a décidé, sur les conseils de Georges Pompidou, de prononcer la dissolution de l'Assemblée. C'est ce qu'il annonce à la radio le 30 mai 1968. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Cette dissolution, effectivement, va permettre de sortir sur le plan politique de la crise de 1968. Georges Pompidou avait vu juste. Les Français vont donner une large majorité au général de Gaulle et au camp gaulliste. Même si, vous le savez, le général de Gaulle va estimer qu'il lui fallait se retremper dans la légitimité populaire au travers d'un référendum qu'il perdra au mois d'avril 1969 et qui l'amènera à la démission. Les autres cas de dissolution sous la Ve République sont liés à des élections présidentielles. 1981-1988. Quand François Mitterrand est élu président de la République le 10 mai 1981, il ne dispose pas de majorité parlementaire. Il est donc dans la logique des institutions que le chef de l'État, nouvellement élu, puisse s'appuyer sur une majorité. Et la dissolution va être un succès, puisque le Parti socialiste va obtenir à lui seul une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La dissolution de 1988 est un peu plus complexe. François Mitterrand est réélu et il va provoquer de nouvelles élections anticipées. Mais cette fois-ci, il n'obtiendra pas la majorité absolue, mais seulement une majorité relative. Effectivement, il avait basé toute une partie de sa campagne sur la France unie et sur le fait que finalement, il ne fallait pas concentrer les pouvoirs dans la main d'un seul ou d'un seul parti. Eh bien, de ce point de vue-là, il a été finalement écouté par le corps électoral, puisque les socialistes n'ont qu'une majorité relative et, certains d'entre vous s'en souviennent, Michel Rocard avait dû utiliser à de très nombreuses reprises le fameux article 49.3 pour éviter effectivement de tomber et de faire passer des textes qui n'avaient pas de majorité absolue à l'Assemblée. La dissolution de 1997, décidée par le président Jacques Chirac, est, elle, très particulière. Jacques Chirac est élu en 1995, il a une majorité parlementaire. En effet, les élections législatives de 1993 avaient donné une très large majorité aux partis de droite et du centre-droit. Or, l'ambiance politique en 1997 est lourde, pesante. On vit encore sur les échos de la crise de la réforme des retraites de 1995 et le président de la République estime qu'il doit donner, je dirais, une bouffée d'air à son septennat en provoquant une dissolution alors qu'il a encore pour un an une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et là, en l'occurrence, le calcul s'est avéré erroné. En effet,
c'est Lionel Jospin, le secrétaire du Parti socialiste, qui va devenir Premier ministre, puisque la gauche obtient la majorité aux législatives de 1997, qui provoque donc une troisième cohabitation dans notre vie politique, après celle de 1986-88 entre François Mitterrand et Jacques Chirac, et celle de 1993-95 avec Édouard Balladur et toujours François Mitterrand. L'aboutissement de cette troisième cohabitation sera l'élection en 2002 présidentielle qui verra la réélection dans un contexte très particulier de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Il y a donc eu récemment une nouvelle dissolution. En fait, elle est totalement constitutionnelle, bien entendu, et même elle permet finalement sans doute de crever un abcès. J'ai le sentiment que depuis 2 ans, eh bien, il y avait une espèce de vocation à la dissolution d'une assemblée où il n'y avait pas de majorité claire. La question qui se pose maintenant est de savoir s'il y aura vraiment une majorité claire qui va sortir des urnes le 7 juillet prochain, et si il y aura un gouvernement qui pourra s'appuyer sur une majorité qui permettra de gouverner. Car tout le problème, c'est que la dissolution prend en compte le fait qu'il était de plus en plus difficile au gouvernement de Gabriel Attal de gouverner le pays. La réponse est donc dans les mains du peuple français.